Voilà, parfait. Du coup, maintenant, on va passer, aux différentes thématiques, qui ont été abordées pour pousser un peu les analyses et la première thématique, elle va concerner, le suivi temporel du dépérissement, du sapin à partir de placettes René Cofford. Donc les données qu'on va utiliser ici, c'est pas les données du road sampling, ça vous les verrez par la suite. Nous, on va utiliser les données qu'on a obtenues, des placettes René Cofford. Mais donc, avant de vous expliquer ce qu'est une placette René-Cofford, pour ceux qui ne savent pas, je vais juste rappeler les objectifs que nous, on avait définis. C'était d'étudier sur le long terme l'évolution de la croissance en fonction des changements climatiques, ainsi que l'évolution de l'état sanitaire en fonction du changement climatique, et voir s'il y avait un lien entre les réponses de la croissance et de l'état sanitaire pour pouvoir comparer. Et donc désormais, qu'est-ce qu'une placette René Cofford? Il faut savoir que l'acronyme René Cofford, c'est le réseau national de suivi à long terme des écosystèmes forestiers. Il a été créé en 1992 par l'ONF et ils ont mis en place 102 placettes permanentes à l'échelle de la France, dont 11 de sapins. C'est ces 11 de sapins qu'on va nous analyser dans cette partie de la présentation. Une placette René Cofford, c'est environ 2 hectares. Et chaque placette comprend une sous-placette d'environ 0,5 hectares dans lesquelles il y a la récolte de données. Donc, c'est des données à la fois climatiques si la placette présente un poste météo, mais aussi des données dendrométriques et des données pédologiques. Et ce qui est vraiment intéressant avec ces placettes René Cofford, c'est qu'on a des données sur un temps long et qu'on peut donc étudier une évolution temporelle. Et ici, sur la carte que vous avez à l'écran, vous pouvez voir les 11 placettes René Cofford avec post-météo ou sans post-météo. Et nous, on s'est intéressé à la placette SP11, qui est la placette dans le pays de Sceaux, qu'on a comparé avec les deux placettes à l'échelle des Pyrénées et puis après avec l'ensemble des placettes à l'échelle de la France. Donc, c'est ces données que vous allez retrouver ici par la suite. Donc pour ce qui est des données qu'on a choisi d'utiliser, il a fallu faire un tri. Donc pour les données relatives au climat, on a choisi de récupérer la température estivale maximale et le déficit d'évaporation estivale. On a fait ce choix parce que, le sapin, c'est une espèce qui va plutôt être sensible aux fortes températures et au manque d'eau. Pour les fortes températures, on estime que la température estivale maximale, ça permet de bien approcher, ce paramètre et le fait de la prendre pour la période estivale, ça permet de couvrir l'ensemble des mois les plus chauds, donc c'est juin, juillet, août, enfin, en théorie. Et le déficit d'évaporation estivale, pour nous, il traduisait bien le manque d'eau parce qu'il s'agit de l'évapotranspiration potentielle moins l'évapotranspiration réelle, c'est-à-dire ce que l'arbre aurait dû transpirer mais qu'il n'a pas pu par manque d'eau. Et donc, ça regroupe à la fois des caractéristiques propres à la placette, comme par exemple la profondeur de sol qui va avoir un effet sur la réserve utile et à la fois les données météorologiques comme les précipitations et la température. Ensuite, pour ce qui est des variables liées à la croissance, on a sélectionné les sapins présents lors de tous les inventaires en plein et en gros bois. Nos hypothèses, c'était que l'accroissement il variait suivant les catégories de diamètre et la dominance des arbres. C'est pour ça qu'on a sélectionné des gros bois de sapins parce qu'ils sont supposés dominants et donc peu affectés par la compétition pour la lumière. Et à partir de là, on a calculé les accroissements annuels moyens en centimètres de circonférence par placette. Enfin, pour les données liées à l'état sanitaire, on a sélectionné les sapins observation et échantillons, donc dominants ou codominants. Le problème qu'on a rencontré, c'est que au niveau des données de manque de branches, il y avait des lacunes sur la période 1994-2020. Donc, on a fait l'hypothèse que la défoliation à elle seule était un bon indicateur de l'état sanitaire du sapin pectiné. Et on a fait un calcul moyen on a fait un calcul des moyennes annuelles de défoliation par arbre. Donc dans un premier temps, sur les données climatiques, donc nous, on s'est basé sur les données climatiques issues de la base de données Digitalis, comme ça a été évoqué un peu plus haut dans la présentation. Donc avant de se lancer dans les analyses, avec les données Digitalis, on a voulu vérifier que les données Digitalis étaient bien cohérentes avec les données, des postes météo dont on avait dit accès par les postes météo. Hem Et donc la vérification s'est fait sur les températures maximales et minimales, sur les cumuls de précipitations et sur l'évapotranspiration, heu, potentielle. Et donc là, comme on peut le voir sur le graphique, on a
Donc en pointillé, les températures qui sont modélisées et en plein, les températures qui sont enregistrées et on voit on a des données qui se superposent, assez bien et ici sur le graphique de corrélation, on voit aussi qu'on a une corrélation qui est à notre sens satisfaisante et donc on a pu valider les données climatiques de Digitalis pour la suite des études. Ensuite, sur la croissance, donc on a mis en parallèle les 3 localisations, donc à savoir, la placette SP11 sur le plateau de Sceaux, les 2 placettes des Pyrénées et la France, en parallèle avec le climat, donc ici représenté par le déficit d'évaporation estivale. On s'est aperçu de plusieurs choses, donc notamment, ici on voit assez bien sur, le déficit d'évaporation, la sécheresse de 2003, on a une forte réponse de la placette, SP11 du plateau de Sceaux et par contre on s'aperçoit qu'on a une réponse de la France qui est plus modérée, qui est moins forte que ce à quoi on aurait pu s'attendre. Hem Et ensuite on voit aussi que, sur les dernières années, donc notamment depuis 2012, on a une diminution de l'accroissement, heu dont on parlera un peu par la suite. Ensuite sur l'état sanitaire, donc pareil, on a mis en parallèle avec le déficit d'évaporation. On voit qu'on a aussi une, réponse assez forte de la placette sur le plateau de Sceaux, mais cette fois-ci, bien plus tard puisque, ici le pic de défoliation, donc qui représente l'état sanitaire, n'est visible qu'à partir de 2010. Et ensuite, même constat donc sur les dernières années, à l'échelle de la France, on semble avoir, une dégradation de l'état sanitaire avec ici, une augmentation de défoliation. Donc pour mettre en parallèle ces 2 grandeurs, donc on a formulé 2 hypothèses, qui sont que, donc le décalage entre, ces 2 réponses assez fortes de la placette, sur le plateau de Sceaux, donc pourrait être dû soit à un effet à retardement dû à la sécheresse de 2003. Soit on a quelque chose de plus complexe, c'est-à-dire qu'on aurait, en fait, une dégradation assez marquée du peuplement sur le plateau de Sceaux, heu, qui serait due à une accumulation de stress hydrique on suppose depuis la sécheresse de 2003 et donc on en est arrivé à la conclusion que, à l'échelle de la placette, l'accroissement des arbres semblerait être un indicateur plus réactif que la défoliation donc face aux variations climatiques, puisque ici on a un décalage de presque 5 ans entre, la baisse d'accroissement puis, le pic de défoliation. Ensuite, on a relevé, quelques limites à cette étude. Donc notamment, on a des réponses qui sont très inégales selon les placettes. Donc si jamais vous voulez en savoir un peu plus, il y a des graphiques qui détaillent tout ça dans le rapport. Où en fait, par exemple, pour reprendre l'exemple des Pyrénées, sur, la placette de l'Ariège, on a une réponse qui est beaucoup moins marquée que sur le plateau de Sceaux. Et on a beaucoup de facteurs qui sont pas pris en compte ici dans cette analyse qui est purement descriptive. Ensuite, pour la mesure des accroissements, on a des intervalles relativement longs entre 2 mesures, ce qui rend difficile l'identification du moment précis à laquelle on va avoir, la variation d'accroissement. Et ensuite, donc les tendances dont j'ai parlé, donc avec des augmentations de défoliation et des baisses d'accroissement seraient intéressantes à étudier dans les années qui viennent pour voir si la tendance se poursuit ou non. Et ensuite, on pensait aussi qu'il serait intéressant de se focaliser sur, à l'échelle individuelle de l'arbre pour, analyser plus précisément et plus en profondeur les réactions, physiologiques, notamment par, la défoliation, et l'accroissement à ces variations climatiques. Et ensuite, si vous avez des questions? Oui, donc oui, donc une question de l'amphi, c'était de savoir, si les variations qu'est-ce qu'on pensait des variations entre les différentes placettes, c'est ça? Les causes des différentes variations? Donc en fait, nous on pense que, les fortes variations, elles peuvent être dues elles sont multifactorielles. Elles peuvent être dues à des facteurs, stationnels, donc liés au sol par exemple ou au climat. Hem, En ce qui concerne par exemple le mélange, nous on a considéré que c'était un facteur à écarter puisqu'on a des mélanges qui sont quand même relativement relativement purs, puisqu'on a,
moins de 20 de mélange sur toutes les placettes. Voilà, je sais pas si Je vois qu'il y a 2 mains levées, on va peut-être commencer par, monsieur Daubré qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'entendre et puis, monsieur Nicolas après. Ouais, bonjour. Heu, donc, c'est vrai que le problème, quand même, avec l'accroissement, c'est vraiment une donnée, particulièrement intéressante, et je pense qu'on a vraiment une source de données, par rapport à l'évaluation, sanitaire des arbres, importante avec les placettes phrénicophores et le suivi, qui est donné, quoi. Par contre, voilà, il y a quand même des effets, extrêmement importants de la sylviculture, hein, sur l'accroissement, quoi. Et donc, autant que je me rappelle, sur la SP11, je crois qu'il y a eu quand même des coupes qui sont intervenues, donc il faudra quand même, regarder, si c'est le Oui. cas. Ça a été Et fait, mais je vais laisser, la personne qui l'a fait vous en parler, elle saura mieux vous décrire que moi. Oui. Alors en fait, on en a bien conscience et en fait, on a regardé, les évolutions d'accroissement en fonction des courbes de surface terrière globale sur les placettes. Donc ça, c'est pareil, ça va être dans le rapport pour, regarder un peu mieux, en détail et en fait, c'est en regardant les courbes qu'on avait, on n'arrivait vraiment pas trop à voir des tendances ou quoi que ce soit. Donc nous, on a choisi de pas faire de conclusion à ce niveau-là en nuançant totalement nos résultats pour dire que, ben, évidemment, c'est à prendre en compte. Mais en fait, dans le temps imparti et avec les données qu'on avait, on n'a pas pu faire mieux que ça. Et donc, en fait, il faudrait faire des modèles, et étudier ça beaucoup plus en détail. Et on en a conscience et on nuance les résultats par rapport à ça, mais on peut pas vous en dire plus, quoi. alors, il y avait une deuxième question, c'est, je vous en avais parlé au moment du débriefing, c'est est-ce que vous avez pu aussi analyser, l'impact du gui, sur cette placette et du coup en comparaison sur les autres placettes du réseau Renicofor? Alors juste d'abord question de Christian dans l'amphi qui demande, qu'est-ce que c'était les causes qu'on enfin les conséquences qu'on observait des coupes. Donc c'était que parfois on voyait qu'on avait une reprise de l'accroissement suite à une coupe, donc ce qui peut sembler logique, mais c'était pas le cas de toutes les placettes et cetera. Donc on n'a pas fait de conclusion à ce sujet-là et pour ce qui est du gui, en fait, c'était, pas marqué enfin c'était pas toujours indiqué, je crois et en plus, c'est pas ce sur quoi on s'est concentré, donc on n'a pas regardé. Après je sais pas si Guillaume tu veux dire? sur les données GUI, on avait les symptômes, de dépérissement des arbres qui sont relevés dans René Cofford. Hem, mais alors, comme l'a dit Marine, on n'a pas cherché en profondeur, mais de mes souvenirs, alors le gui ne figurait pas parmi ces symptômes et s'il figurait, c'était parmi, beaucoup d'autres symptômes donc Ah oui? pour analyser rigoureusement ces données, il aurait fallu prendre en compte un grand nombre de symptômes, donc en passant par, les insectes, les champignons, le gui et plein d'autres facteurs et c'était pas ce sur quoi on voulait concentrer nos analyses. S'il y a d'autres questions? Oui, Oui. Manuel Nicolas, René Confort. Merci pour la présentation et l'analyse que vous avez faite déjà, c'est intéressant. Hem, donc vous concluez que la croissance réagit mieux, mais il y a un truc que vous n'avez pas dit, c'est la périodicité des mesures de croissance là que vous prenez, parce que vous avez considéré les inventaires en plein. Mmh. Et les inventaires en plein, ils sont faits tous les 5 ans, plus avant et après éclaircie. Et donc, il se trouve qu'il y avait un inventaire qui a dû être fait justement en 2004 ou 2005 là, donc ça tombait peut-être pas trop mal. Mais après les plateaux qu'on voit où ça bouge pas, c'est qu'il y a pas de mesure, annuelle en fait de la Oui, c'est croissance. ça. En fait, on a essayé de pallier un peu à ce problème de fréquence Bien de sûr. prise de données en alors Marine, si tu veux répondre, parce que c'est Marine qui a analysé, mais Oui, en fait, c'est des calculs, d'accroissement annuel moyen, donc à partir C'est ça. des augmentations de circonférence d'un inventaire à l'autre. Donc évidemment que les plateaux, ça ne veut pas dire que l'accroissement est identique tous les ans, c'est juste comment ça s'est réparti sur les années entre 2 inventaires. Oui, mais du coup, il faut bien spécifier parce que sinon on a l'impression qu'effectivement c'est des mesures annuelles alors que c'est pas le cas. Oui, oui, bah, c'est vrai qu'on est Mmh. peut-être passé un peu vite sur, l'histoire du calcul, Ouais, mais oui. ouais. Mais du coup, ça pose vraiment une question, comment est-ce que vous pouvez conclure que la croissance est Ouais, plus réactive que la alors qu'on a régulation. des données que tous les 5 ans? Ah bah, ça, c'est la grosse limite, de l'étude, c'est Voilà. qu'effectivement, on a des données tous les 5 ans. Donc on a fait un peu avec ce qu'on pouvait et c'est tout ce qu'on conclut, c'est uniquement des hypothèses et de ce qu'on semble voir,
Ben, c'est ce qu'on a déduit, mais après, je suis d'accord avec vous. Attention, voilà, le truc, Mmh. c'est de bien nuancer vos conclusions parce que là, en fait, c'est difficile de dire ça et c'est Et vrai que du pardon, oui? si je puis me Allez-y. permettre, c'est vraiment ce qu'on a conclu à la fin. Enfin, ici, on a enfin, nous, en discutant même, de nos résultats, on a remarqué que, du coup, enfin, je l'ai pas dit, mais, normalement, les placettes René Cofford, c'est, 5 ans pour, la prise de données de circonférence et puis tous les 10 ans pour les hauteurs, si je me rappelle bien. Oui, c'est Et ça. du coup, c'était, vraiment ce que nous, on a conclu, c'est que ça aurait été, plus enfin, pertinent pour nous, en tout cas, nos résultats, d'avoir des pas de temps moins longs pour Bien sûr. justement, pouvoir, nuancer davantage, ce qu'on a donné, mais donc c'est ce qu'on a bien écrit dans les limites ici, Ouais. de nos conclusions. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important et donc c'est pour ça aussi, par parenthèse, qu'on a mis en place des dendromètres à partir de 2016. Donc Mmh. depuis 2016, on a des lectures annuelles de croissance sur les arbres observations qui servent aussi au suivi, De relation. sanitaire. Donc sur ces arbres-là, depuis 2016, on peut regarder l'évolution relative de ces 2 indicateurs et pouvoir les comparer, par rapport à des événements justement de sécheresse et cetera et il y en a ces dernières années, donc il y a un potentiel là qui Oui. vient, à analyser ces données-là pour regarder vraiment plus spécifiquement la réaction de la croissance, annuelle des arbres par rapport à des événements climatiques. Oui, Mais bah, après je pense que c'est une oui, des conclusions importantes aussi de tout ce qu'on a fait, c'est de dire que faut continuer à creuser dans les données, quoi. oui, Et que nous, on a fait un peu, bah, tout ce qui nous paraissait le plus pertinent, dans le temps qu'on avait, qui était quand même assez court. Et enfin, je trouve que le graphique qu'on a, même si effectivement, c'est sur des pas de temps longs et cetera et que c'est à nuancer, bah, ça permet quand même de voir que si sur 4 ans, le taux d'accroissement, il est plus faible de 1 centimètre, ou de 1/2 centimètre que les 4 années précédentes, enfin, je pense quand même que c'est une information, même si, effectivement, bien sûr, mais c'est vrai que comme l'a dit, précédemment Jean-Baptiste, là-dedans, il peut y avoir des questions de sylviculture aussi et d'éclaircie. C'est-à-dire qu'au moment d'une éclaircie, on peut avoir tout d'un coup une densité qui se réduit et un espace plus important pour les arbres qui restent pour croître individuellement, parce que quand on regarde l'accroissement annuel moyen, donc c'est pour chaque arbre qui est présent. Et à l'inverse, quand on s'éloigne d'une éclaircie, ben, le peuplement il s'est densifié, donc la concurrence augmente et on peut faire l'hypothèse que l'accroissement du coup moyen diminue quoi. Et Mais du coup Qui voilà, est oui. ça c'est un truc qui est important vraiment à bien et l'autre chose aussi, c'est que vous montrez pas les écarts types en fait de la population parce qu'on a pas mal d'arbres là qui sont mesurés. Beh, c'est sûr qu'on aurait pu, faire mieux. Après, on a déjà fait ce qu'on a pu, mais Bien peut-être sûr. que je vois juste qu'il y a 2 autres personnes et il y a encore 5 groupes qui doivent passer, donc heu, on va peut-être, juste arrêter là la question et lui suivre. Ouais, Ouais, on peut éventuellement écrivez vos questions dans le chat parce que là, voilà, on arrive au bout des 10 minutes de questions et il faut qu'on continue le diaporama. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire et comme ça, on pourra éventuellement y répondre plus tard si on a du temps. Désolée pour ça. Et je vous invite aussi à lire, le rapport, quand, on l'aura envoyé parce qu'en gros, peut-être qu'il y a des questions auxquelles, vous ré enfin ça va vous répondre, en lisant le document. On a vraiment essayé de détailler donc hésitez pas aussi, quand on vous l'enverra.